Donc maintenant, comment ça se passe? C'est vous qui pouvez faire ça à distance ou c'est moi qui dois le faire? Question, très bien. Cette partie-ci, eh bien, on a eu une belle introduction de Jean Latreille tout à l'heure, hein, qui nous a parlé du plan sur lequel il travaille, le nouveau plan de lutte contre le cancer. Et parmi les grandes innovations dans ce plan, il y a vraiment une meilleure préparation à la vie après le cancer. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est ressorti dans toute la littérature depuis des années, mais de vraiment mettre de l'énergie sur cette partie-là en développant des outils innovants et qui soient vraiment en accord avec les besoins des personnes, ben ça, c'est quand même assez récent. C'est un travail qui a été initié dans le cadre d'un financement obtenu par FEU, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, et qui maintenant s'appelle Excellence Santé Canada, qui avait permis le financement aussi de la Gaspésie d'un projet pour réfléchir sur une trousse de transition. Et donc, cette idée a vraiment grandi. Et donc, maintenant, nous allons accueillir alors, Élodie Brochu, qui est donc au ministère de la Santé, qui est donc dans le programme de lutte contre le cancer québécois, et Sandy Auberoy, qui est donc est-ce que tu es directrice ou... Non, je suis patiente partenaire. Patiente partenaire. OK, sur ce Non, coup-là... chef de service. Chef de service, c'est ça. Parce que j'allais dire co-directrice ou directrice du centre du chef. Donc, chef de service. Super, ben, je vous laisse toutes les deux vraiment faire à deux voix cette présentation. Je t'ai vu faire celui-là. Ouais, ici, okay. Et on aimerait à la régie, si c'est possible, avoir donc Élodie qui soit dans le petit carré là-haut. Élodie, peut-être ta petite main en haut là pour qu'on puisse t'identifier plus facilement. Bonjour, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? La petite main zoom. Pas la, ma petite main zoom, d'accord, une seconde. Je connais mieux la petite main. Voilà. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. C'est bon. Super. Génial, je te vois. Alors, merci, on est très heureuse de vous présenter ça. Oui, Élodie, elle est conseillère au Programme québécois de cancérologie. Moi, dans cette présentation-là, dans le projet, j'avais le chapeau de patiente partenaire. Et je dois vous dire d'emblée, parce que j'entends plein de beaux projets aujourd'hui, c'est super intéressant. Ce projet-là a été collaboratif, co-construit avec plusieurs patients partenaires et des patients accompagnateurs pour mettre un petit clin d'œil à Dorothée tout à l'heure avec sa question. Et puis, on a eu beaucoup de collaborations. C'est écrit ici, là, il y a le professionnel de la santé, il y a le CIUS de Laval, le CIUS de la capitale nationale, CIUS du nord de l'île. Alors, on va vous présenter leurs travaux, ce qu'ils ont fait, parce que l'objectif était d'élaborer, expérimenter des outils et des stratégies visant l'amélioration de l'expérience des patients par la mise en place d'un processus de transition. C'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années. Et quand je disais qu'on était impliqués, les patients partenaires, on avait des rencontres, je pense, aux 2 semaines, hein, Élodie, en plus d'être sur le comité de gestion du projet avec des organismes communautaires. On avait le ROCO qui était dans notre comité, des médecins de famille, des pharmaciens en oncologie, des pharmaciens communautaires, des chercheurs, et évidemment le programme, et ça a été financé par le Canadian Partnership Against Cancer et la collaboration du Programme québécois de cancérologie. Alors, la trousse, très heureuse de dire que la trousse a été envoyée aux gestionnaires du réseau cet été. Alors, les résultats sont là, ils ont ça en main. Alors, on vous présente vite. On va faire un petit coucou là, de tout ce qu'on a fait. Là, je pense que je suis posée faire ça. Ça ne marche pas. Oui. Ah, bon, ça marche. On ne regardera pas les sondages, mais c'est important que vous sachiez que ça aussi, ça avait été construit avec les patients partenaires. On avait sondé, oui, les personnes touchées par le cancer, mais aussi les professionnels en cancérologie et les professionnels de première ligne. Puis les résultats, on les avait eus l'année dernière, à l'été, je pense, 2022. Les résultats étaient très, très intéressants. On n'a pas le temps aujourd'hui de vous les présenter, mais c'est tout disponible pour vous. Puis, ce qu'on pourrait vous dire, c'est qu'on n'était pas surpris là, des résultats des personnes touchées par le cancer. C'est quoi nos inquiétudes? Comment on se sent dans cette transition, dans la vie après? Il n'y a rien de nouveau, mais c'est intéressant de voir que
les professionnels de la santé se disaient pas aptes à accompagner, ou ne savaient pas ce qui s'en venait pour nous, puis de voir la première ligne, évidemment, qu'il n'y avait pas assez d'informations pour nous accompagner. On a toujours l'histoire qu'on voit notre médecin de famille, puis en tant que patiente, c'est nous qui disons ce qu'on a eu, puis « Ah bon, tu as eu un cancer, alors de savoir quoi vérifier, comment nous accompagner, puis nous aussi, de jouer notre rôle de partenaire de nos soins. » Alors, voilà un des objectifs du projet. Oui, Vas-y. donc on a aussi construit une trousse d'outils pour améliorer la transition vers la vie après le cancer. Donc, c'est vraiment afin d'améliorer l'expérience des patients après la fin des traitements. Vous m'entendez bien? Oui? Oui. Parfait. D'accord. Vous pouvez changer de diapo. Vous pouvez changer de diapo. Ah, c'est moi. Ah, OK, excuse-moi. Ah, ben attends, parce que je pense qu'il faut que je mette la souris, puis après, je fais ça. OK. C'est juste pour un petit mot pour dire qu'il est à noter que Agrément Canada a d'ailleurs contribué avec nous à s'assurer que les outils de la trousse correspondent bien à la norme transfert d'informations au point de transition. Donc, on peut changer de diapo. Ah oui, Alors, voilà d'abord la trajectoire visée des soins et services après les traitements contre le cancer. Donc, comme nos collègues de la présentation d'avant, on souhaite qu'il y ait une préparation à la transition, préparation dès le début. Dans le fond, on veut qu'il y ait des outils éducatifs dès le début, que le patient soit le plus informé possible, qu'il y ait les informations afin de prendre en charge sa santé, ses soins, d'être plus autonome dans sa prise de charge, dans sa prise en charge. Dans la préparation à la transition, on souhaite aussi aux 2 tiers ou 3 tiers du traitement qu'il y ait un guide de soutien qui soit élaboré avec le professionnel en cancérologie et le patient. Et ce guide de soutien-là sera remis au patient pour qu'il soit vraiment informé des préoccupations, des symptômes possibles, des coordonnées des personnes à rejoindre, pour qu'il y ait toutes ces informations-là pour s'assurer de la continuité de l'information puis de la continuité de la relation avec la cancérologie. On souhaite aussi qu'il y ait un plan de transfert médical qui soit rempli par le professionnel en deuxième ligne en cancérologie et qui soit remis au médecin de famille ou le professionnel en première ligne. Il est aussi planifié qu'il y ait une stratification du risque et de la capacité d'autosoin du patient. Ici, lorsqu'on parle de stratification du risque, c'est pour avoir une personnalisation du suivi par la suite, puis une coordination du suivi. Donc, ici, on a 3 catégories. On évalue qu'environ 60% des patients seraient dans la catégorie de capacité d'autosoin élevée. Donc, ce sont des patients très autonomes, dans le fond, assez autonomes, qui ont un suivi partagé avec une majeure en première ligne. Évidemment, l'éducation aux autosoins est toujours privilégiée. Ensuite, on a une catégorie de patients un petit peu moins autonomes. Donc, ils ont une capacité d'autosoin modérée. On souhaite que les suivis soient, dans ce cas-ci, partagés puis adaptés aux besoins des patients. Évidemment, on souhaite encore qu'il y ait toujours de l'éducation aux autosoins. Puis, dans cette catégorie, on a intégré les patients sans médecin de famille, étant donné que, bon, dans notre catégorie de capacité d'autosoin élevée, on souhaite que les patients soient suivis en première ligne et s'ils n'en ont pas, on souhaite qu'ils ne soient pas laissés au travers le système de la santé. Donc, évidemment, on souhaite continuer les services euh, par justement le suivi adapté aux besoins. Pour les patients avec une capacité d'autosoin faible, on évalue à peu près à 5 à 10 on souhaite un suivi partagé avec une majeure en cancérologie, évidemment aussi des services de l'équipe interdisciplinaire. Pour les 2 dernières catégories, modérées et faibles, ce qui est souhaité, c'est un soutien et une coordination des services par les professionnels en cancérologie, puis une prise en charge par les médecins spécialistes en cancérologie. Et ensuite, pour tous, on souhaite qu'il y ait tout d'abord le suivi médical partagé avec les médecins de famille, IPS, les pharmaciens communautaires, les équipes de cancérologie. On souhaite aussi qu'il y ait
toujours un soutien informationnel de disponible, donc des ressources qui offrent d'informations comme des sites web, des outils éducatifs, etc. Et aussi qu'il y ait l'accès à des soutiens relationnels dans la communauté, donc les organismes communautaires, du soutien par les pairs, du soutien par des groupes, etc. Je vais changer la diapo. Oui, j'arrive. Oui, donc voilà ici les grandes étapes de la mise en place de la transition qui se retrouvent très bien détaillées dans notre trousse de transition qui a été remis à vos gestionnaires des établissements au courant de l'été. Donc, on va vous détailler les étapes un peu plus dans la suite de la présentation, mais juste pour vous donner une idée, là, la première étape, c'est sensibiliser l'équipe de cancérologie. Donc, on a des outils pour les sensibiliser, des documents, des articles, des vidéos. Dans la deuxième étape, c'est constituer l'équipe projet. Donc, on veut que notre équipe de cancérologie soit vraiment connaisse bien, soit bien informée sur la transition et sur l'après, la vie après. En étape 3, on a la préparation du patient pour toujours s'assurer qu'il y ait un minimum d'auto-soins ou qu'il y ait le plus d'auto-soins possible, donc qu'il soit vraiment apte à avoir l'information nécessaire pour prendre en charge sa santé. En quatrième étape, on a la personnalisation du suivi par la stratification du risque. C'est un peu ce que je viens de vous présenter dans la trajectoire, nos 3 catégories. En cinquième étape, on a le guide de soutien. C'est le guide qui est rempli par un professionnel avec le patient, puis qui sera remis au patient euh, pour qu'il le garde, puis pour qu'il soit informé de tous les symptômes ou préoccupations qui peuvent arriver par la suite. On a ensuite le plan de transfert médical. C'est le plan que j'ai parlé tout à l'heure. On parle d'un plan qui sera rempli par les spécialistes et euh, transféré au médecin de famille. Lorsque les étapes de la mise en place de la transition seront vraiment toutes effectuées et que la transition sera présente dans vos établissements ou dans les établissements, on souhaite, dans l'étape de la consolidation, d'évaluer l'expérience des patients. Élodie, je vois ici, tu n'es pas avec moi. Ça a l'air que notre temps est fini, mais je pense qu'on avait mis un petit 5 minutes de plus pour un peu moins de questions. On va passer rapidement, mais c'est quand même tous les outils qui ont été créés. C'est intéressant que vous les connaissiez quand même. Je vais y aller assez rapidement, mais préparer le patient et ses proches à la transition, donc soutien aux autosoins dès le début des traitements. C'est clair que dans le projet, ils ont parti ça avec la transition, là, mais nous, les patients partenaires, on s'est dit, tout ça, ça se prépare avant. Si j'ai des besoins, des inquiétudes au point de vue des finances, de sommeil, etc., ben, les outils doivent être disponibles dès le début, même dans la période d'investigation, le grand stress, les soutiens qu'on a besoin. Donc, on a dans le projet établi des outils. Ce qui est beau, c'est qu'on peut facilement les adapter parce que les besoins sont toujours similaires, dépendamment de notre trajectoire à différents moments. Donc, des outils, bien, là, je vais le faire vite là, pour cette partie-là. Les besoins d'information, on en a besoin, puis on entendait plein d'outils aujourd'hui, là, des différentes façons de les communiquer. Mais les préoccupations, les effets secondaires possibles pendant mes traitements, la vie après, c'est ce qu'on va pouvoir savoir en tant que patient, comme professionnel, puis comme accompagnement dans la communauté avec nos médecins de famille, la première ligne. On a créé un site web aussi par et pour les patients. Puis là, c'est sûr que ça peut être adaptable, mais ce qu'on voulait dire, c'était vraiment qu'il y a des stratégies pour mieux gérer la fatigue. Puis les outils, c'est toujours soit des vidéos, soit des sites web ou soit des documents qui ont été créés à travers le réseau ou même ailleurs dans le monde. C'est pour trouver de l'information rapidement quand nous, nos proches, avons besoin d'informations. C'est pas de réinventer la roue du tout, c'est de mettre les outils qui ont été tous créés à la disposition de tous. Voilà, Élodie, pour la Je vais y aller rapidement. Donc, pour la personnalisation du suivi, je vous en ai parlé avec les catégories. On a 2 documents qui ont été élaborés. Le premier, c'est un document pour le patient, pour qu'il remplisse, soit tout seul ou avec un proche, qu'il remplisse les préoccupations qui le préoccupent, qui le concernent. Ensuite, il y a aussi une section sur les connaissances. Est-ce qu'il connaît bien ses médicaments, ses effets secondaires et les personnes à rejoindre? Il y a aussi une section sur les habitudes de vie. Puis, la dernière colonne, on a une colonne, c'est à valider avec l'infirmière. Et évidemment, le patient remplira le document, puis ce sera revu avec lui, avec l'infirmière ou l'IPO.
On a un deuxième document, on peut passer à l'autre diapo. C'est le document complémentaire au premier outil que je viens de vous parler juste précédemment. En première partie, on parle du retour donc à valider avec l'infirmière la colonne que je viens de vous parler. Ensuite, on a l'évaluation de la stratification du risque selon quelques catégories à évaluer, l'impact sur les préoccupations, les auto-soins, est-ce qu'ils sont élevés, est-ce que le patient est capable de prendre en charge sa santé ou affecte de l'aide, est-ce qu'il est à risque de récidive, est-ce que des traitements complexes, les effets secondaires, est-ce qu'ils vont partir ou est-ce qu'ils vont rester invalidants, et aussi, est-ce qu'il y a d'autres maladies chroniques? Ces maladies-là, est-ce qu'ils sont bien contrôlées ou est-ce qu'il y a besoin d'aide? Est-ce qu'il y a besoin qu'on l'organise ou les suivis, comment ça va? Donc, c'est un peu cette évaluation qui sera effectuée. Puis, évidemment, c'est avec ces évaluations-là que le professionnel sera en mesure de, de, dé- de- de savoir où est-ce qu'il sera, dans quelle catégorie il sera inséré, ce patient-là. Donc, est-ce qu'on parle d'un risque faible et capacité aux soins élevée ou modérée ou faible, c'est ça exactement. En dernier, on parlait aussi des références. On souhaite avoir une idée de l'organisation du suivi, donc le suivi médical, le suivi en pharmacie, est-ce qu'on parle du pharmacien communautaire, l'IPO, le soutien en première ligne, les organismes communautaires et de l'information. On peut. Oui, on va passer avec ce que le CIUS de Laval avait développé parce que ça a été développé eux aussi en co-construction, testé. Alors, ça a été testé sur le terrain. Donc, Laval avait développé en co-construction, en collaboration, cet outil-là. C'est vraiment des suivis. Puis là, je vais passer vite parce que, évidemment, on va parler longtemps. Mais ça se vient quand même sur quels sont les besoins. Puis là, on ne les a pas toutes mis ici, mais physique, c'est quoi mes inquiétudes en tant que patient? C'est quoi les outils que je peux aller chercher? Qu'est-ce qui est disponible pour moi? Puis ça se veut aussi quelque chose qui va suivre dans le temps. Donc, au moment, avant ma transition, c'est quoi mes inquiétudes? Ça va être différent dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, on voulait les adapter puis qu'il y a toutes les ressources disponibles pour le patient et ses proches. Le CIUS du Nord de l'île a travaillé sur un autre outil, Élodie. Oui, donc c'est le plan de transfert médical. Donc, c'est un outil qui était très important pour les médecins de famille pour se sentir plus guidés. Bon, évidemment, il y a les traitements, les effets secondaires qui sont présents ou potentiels, des éléments à joindre pour l'envoi au médecin de famille. Puis, ce qui était important pour eux aussi, c'était surtout le suivi personnalisé. Qui fera le suivi? C'est quoi les examens, la fréquence et tout ça? Et finalement, l'équipe de soins. Donc, juste pour vous donner une idée, les équipes qui ont travaillé avec nous dans les établissements, ils ont élaboré tous les outils. Nous, on les a tous repris ensemble, on les a uniformisés, on les a rendus le plus mieux possible, le plus concret, puis concis possible. Donc, ça, c'est le résultat de ces travaux-là des établissements, puis de l'équipe. Je pense qu'on a fini, hein? C'est ça? Oui. Oui, c'est bon, on l'a eu. Voilà. Merci vraiment infiniment pour la belle présentation, parce que ça faisait un bon point du développement de la trousse à outils. Je pense que vous avez bien compris que Continuum Parole Onco, finalement, c'est une application dans 3 établissements de ce que vous proposez comme modèle, avec éventuellement des petits changements en termes de de suivi des patients grâce à cet apport des programmes d'apprentissage patients là, qui permettent de pouvoir vraiment raccorder tous les éléments de la trousse dont vous avez parlé dans un continuum qui est en lien avec l'expérience du patient. Moi, j'avais connaissance effectivement des outils aussi. On en avait même parlé dans la demande là, de soutien pour préparer les équipes cliniques, faire le transfert vers les professionnels, etc. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ce qu'on est en train de faire vraiment, c'est de vous l'évaluer dans 3 établissements dans le cancer du sein, puis avec une bonification aussi du modèle par le croisement de l'outil de stratification avec des données empiriques directes du patient. Donc, c'est ça, je trouve ça génial, c'est qu'il va y avoir non seulement l'auto-évaluation faite par le patient, puis on va le croiser avec des données cliniques pour voir un peu aussi que nous disent les données cliniques
en complément de l'auto-évaluation faite par le patient. Donc ça, c'est assez remarquable, c'est vraiment génial de pouvoir faire ça, c'est incroyable. Et puis, évidemment aussi, c'est les dimensions évaluatives. Grâce au devis de recherche que l'on a, on va pouvoir aller chercher dans les trois établissements avec lesquels avec qui on travaille. C'est non seulement l'expérience des patients, mais l'expérience des professionnels, l'expérience des gestionnaires, l'expérience des organismes communautaires, bien sûr aussi comment ça se met concrètement en place, là, toute la dynamique de changement que ça entraîne, donc, et bien sûr la dimension économique. Donc ça, c'est excessivement important aussi d'avoir comment pour dire, cette implication dès le départ, en tous les cas, de la volonté de pouvoir faire une étude de coût sur la mise en place d'un modèle comme celui-là, comparé éventuellement à d'autres modèles qui sont mis en place dans le système. Là. Donc, bravo en tout cas pour le travail. Je poursuis dans le même sens et puis pour vous féliciter pour le travail incroyable qui a été fait. Je vois évidemment des connexions avec ce que j'ai présenté ce matin, justement sur la question de la stratification. Mais je voulais savoir, est-ce que les outils que vous avez présentés, ce seraient des outils qui sont disponibles en ligne ou les patients auront à compléter en ligne ou c'est des papiers, crayons, en fait? Je vais laisser le ministère répondre. Vas-y, le Tout d'abord, dans le fond, ça va être des outils la trousse est disponible, elle sera disponible en ligne très bientôt. Là, pour le moment, je l'ai envoyée aux gestionnaires par PDF. Donc, tous les gestionnaires des établissements en cancérologie l'ont reçu cet été. Pour les outils en tant que tels, pour le moment, ce seront des outils papier. Évidemment, on souhaite qu'un jour, ce soit des outils. Je ne sais pas si vous vouliez dire remplir l'outil en tant que tel ou vous vouliez dire. Oui, l'outil, par exemple, l'outil d'évaluation du risque là, qui va permettre d'évaluer les besoins et les risques des patients. Est-ce que les patients, ils doivent c'est un outil papier où ils doivent remplir en arrivant, en attendant dans la salle d'attente ou c'est quelque chose qu'ils font chez eux à la maison, ils apportent chez le médecin. Et puis, le médecin, est-ce qu'il doit le compléter son outil parce qu'il y a une partie qui est quand même pour le clinicien. Est-ce qu'il faut qu'il le complète en ligne? Ou il faut qu'il se passe. En fait, je pose toutes ces questions pour des questions de faisabilité et puis aussi d'être capable aussi de suivre ces gens-là au cours du temps parce que les besoins peuvent évoluer au cours du temps, alors que si c'est en ligne, on pourrait potentiellement l'adapter. Le patient pourrait adapter les informations qui a changé, alors que si c'est en papier, ça va être compliqué de consigner ces données quelque part parce qu'il va falloir que quelqu'un les rentre éventuellement si on veut continuer à avoir les suivis. Donc, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ces aspects-là. Élodie, je veux juste répondre à une partie. Peut-être que tu pourras répondre à l'autre partie, mais ce que je sais que Laval, ça dépend des centres. Là, ce qu'on sait, c'est que c'est pas la réalité partout. Hein. Quand on a mis les outils, même nous, chez nous, au CIUS de l'Est, on veut l'adapter à notre réalité terrain. Si on parlait de multiculturel, tout ça. Donc, et Laval a utilisé ça sur une plateforme, eux, ils ont des avancements. Je sais que chez nous, on a une contrainte peut-être à ce niveau-là, mais aussi les outils pour nos professionnels, ça peut être adapté au système qu'on a. Alors, l'outil est là, mais pour l'instant, il n'y a pas de, je pense pas, Élodie, qu'on a un plan. Exactement, c'est ça. On avait essayé de penser à le mettre directement en web, mais c'était beaucoup trop compliqué que ce soit disponible pour tous les établissements du Québec de cette façon-là. Par contre, évidemment, on a pensé que l'outil, avec les préoccupations que le patient pourra remplir, il pourra le remplir dès son arrivée à la clinique. Mais il pourrait y avoir aussi des téléphones de fait 3 mois après, 6 mois après pour justement réévaluer ces besoins-là. Donc, ça sera peut-être une suite. Là. C'était évidemment, ça serait vraiment plus intéressant d'avoir une possibilité web, mais pour le moment, ce n'était pas accessible pour tous. J'espère que ça viendra bientôt. C'est parce que c'est d'autant plus important parce que quand on veut évaluer les risques, que le médecin et évidemment que les cliniciens soient aptes ou intéressés à utiliser l'outil, c'est qu'au moment où on popule l'information, on rentre et à la fin, on donne un score d'évaluation du risque qui va essayer d'identifier la catégorie dans laquelle le patient pourrait tomber. Et de l'orienter. Alors que ça, c'est quelque papier crayon, il va falloir additionner les scores pour s'assurer que 1 plus 1 égale 2, 3. Et je m'interroge en fait sur l'utilisation ou la faisabilité justement que ça reste. En tout cas, j'encourage beaucoup le ministère à réfléchir beaucoup pour rendre ça digital parce que dans certains domaines en cardiovasculaire, ça existe là aussi ces outils d'évaluation du risque.
oriente l'information. Et puis après, ben, comme vous avez présenté, rouge, jaune, vert, on est dans la catégorie, il y a le plan d'action, le plan de recommandation qui est associé à ça. Donc, en tout cas, je vais m'arrêter ici, mais je vous félicite quand même pour le travail exceptionnel qui a été fait. Et on avait pensé au début, on avait commencé à le mettre avec des cotes et tout ça. Puis finalement, pour que ce soit beaucoup plus simple, les équipes pensaient que c'était plus facile avec des catégories à évaluer. On était capable, sans score 0 à 5 ou peu importe, d'arriver à un jugement clinique qui donnait la bonne catégorisation du patient. Mais évidemment, si c'était toujours tout relié par l'Internet ou, disons, par l'ordinateur ou l'informatique, ce serait plus facile. J'avais juste une question. Je pense que aujourd'hui, les gestionnaires qu'on est présents, peut-être qu'il y aurait une possibilité aussi de se préparer aussi dans le plan de transformation numérique avec la DSN. Probablement, on pourrait peut-être faire cette petite demande au niveau du ministère d'avoir un outil de partenariat. Donc, effectivement, je pense qu'on a plusieurs on a quand même des centres qui sont en train de faire des belles initiatives et tout. Donc, ça serait bien que dans ce plan de transformation de dossiers numériques, on va pouvoir avoir certains outils standardisés par centre et tout. Donc, okay. C'est bon? C'est beau? Non, mais je trouve comme votre intervention intéressante, mais je ne sais pas s'il y a d'autres gestionnaires en présent en salle ou en ligne qui voudraient intervenir par rapport à ça, parce que je crois que c'est quand même, on est dans une période de transition numérique incroyable. Et puis, si on réfléchit, en fait, admettons qu'on soit, on ne souhaite plus qu'il y ait la COVID, hein, je pense que personne ne le souhaite là, d'être dans cette situation, mais admettons, par exemple, qu'on est dans cette situation où on n'a pas besoin, on ne peut pas se rendre à l'hôpital. Comment on fait? Alors que ce type d'outil de stratification peut être extrêmement utile, justement, dans les moments où, par exemple, les services cliniques ont été fermés, et ça permet de voir c'est quoi les questions les plus urgentes pour les prendre plus en charge rapidement. Alors que quand on est dans une situation de même, ben en fait, vous avez un blocage total, en fait. Donc, c'est comme si on revenait un petit peu en arrière, on n'a pas fait un apprentissage de ce qui s'est passé pendant la COVID, et je pense que c'est extrêmement important d'identifier, de penser quand même assez, parce que les outils sont magnifiques. Après, maintenant, c'est comment l'opérationnaliser pour que ça puisse être utile, même en situation de crise. Je pense que votre intervention est très, très pertinente et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient agir. Mais il y a Audrey qui est en... Est-ce que Audrey, vous nous entendez là, Audrey Paquet-Beaupré? Je ne sais pas si vous nous entendez. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce que vous nous avez présenté, c'est qu'il y a plus que les 3 établissements qui sont dans le Continuum Parole Long Cours qui pourraient pousser le dossier là. Vous avez parlé de Laval, vous avez parlé de Nîmes, vous avez parlé Gaspésie, vous avez parlé, enfin il y a plein d'autres établissements. Donc il y aurait vraiment un consortium déjà d'établissements qui ont travaillé sur la trousse, plus d'autres établissements qui pourraient vraiment faire un travail ad hoc là-dessus là. Comment tu reçois ça, Élodie? Bien, évidemment, ça serait bien de pouvoir justement le tester, l'expérimenter le plus possible. Je pense qu'on est rendu dans cette phase-là. Puis, au niveau de l'informatisation des outils, je crois que ça pourrait faire partie de cette deuxième phase aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sandy? Ben oui, c'est sûr. Moi, je suis pour ça, c'est certain. Puis c'est... Juste une petite question, notre suivi, en fait, j'ai compris qu'il y avait différents outils ou différents travaux qui ont été menés dans des sites différents et que quelque part, le ministère a essayé de prendre tout ça et les rassembler. Est-ce que le produit final de ça serait un outil qui va être homogène pour tout le monde ou on permet aux gens éventuellement de tenir, en fait, de faire de l'universalisme proportionné, donc on prend notre base générale et les gens adaptent en fonction de leur réalité du milieu ou pas? Oui, c'était exactement ça. Oui, exactement ça. Puis, juste clarifier, peut-être, dans le projet, c'est les centres qui ont développé et ont utilisé. C'était dans le projet, là.
général. Alors, ils n'ont pas tous travaillé individuellement, là, mais ils avaient chacun un livrable. Et ben, il a dit, comme elle dit, effectivement, c'est adaptable à la réalité terrain. Si quelqu'un a de l'informatique ou quoi que ce soit, il a dit, il peut... Exactement. C'est ça. Dans le fond, l'outil, on l'a uniformisé pour nous. Puis, justement, il est disponible en Word pour le moment. Puis, les établissements peuvent évidemment changer, l'adapter à leur situation, à leur à leurs patients, là. Donc, on peut le voir comme une orientation du ministère. Et puis après, maintenant, la façon d'opérationnaliser, il peut être en fonction de la source de chacun. On peut l'opérationnaliser comme on l'entend. Oui. Oui. Okay. Ok.